Contrairement à ce que nous pouvons penser, la Grèce antique n'est pas un État uni. En fait, il serait plus judicieux de parler de peuples grecs réunis autour de cités-États, appelées polis, avec un point commun, la langue. Parfois, ces cités-États sont alliés, comme pendant les guerres médiques contre la Perse, et parfois ces cités-États sont ennemis, comme lors de la guerre du Péloponnèse, faisant s'affronter les deux grandes alliances militaires de la Grèce antique, la Ligue de Délos avec à sa tête Athènes, et la Ligue du Péloponnèse avec à sa tête Sparte. Ce conflit s'étale sur 27 ans entre 431 et 404, et un an après le début de ce conflit, une maladie se développe à Athènes, qui reviendra pendant 4 ans, faisant plusieurs dizaines de milliers de morts, et parmi eux, le stratège de la ville, Périclès. Commençons par remettre très rapidement l'origine de la guerre du Péloponnèse. Après les guerres médiques du début du 5e siècle, Athènes fonde la Ligue de Délos, une alliance militaire pour se protéger des Perses du coup. Et Athènes devient leur chef. Sauf qu'au cours du 5e siècle, ce chef se transforme petit à petit en dictateur. D'ailleurs, quand Athènes envoie son précepteur récupérer le tribut, il est accompagné de navires de guerre, juste au cas où. Donc des tensions vont apparaître avec l'autre grosse alliance militaire de la Grèce antique, la Ligue du Péloponnèse avec Sparte à sa tête, et avec quelques histoires qui vont mettre le feu aux poudres, Sparte déclare la guerre à Athènes en 431. C'est deux forces différentes qui vont s'affronter. Athènes et sa thalassocratie, c'est-à-dire une force maritime, et Sparte et sa tellurocratie, c'est-à-dire une force terrestre. Mais Athènes sait que Sparte ne peut réaliser de longs sièges. Donc tous les habitants en dehors des fortifications sont rapatriés à l'intérieur et ils vont construire également un chemin protégé afin de se rendre sur le port, donc la ville portuaire d'Athènes, le Pirée. Ces fortifications, nous les appelons les longs murs. C'est d'ailleurs ce port qui pose problème puisque Thucydide nous raconte que la maladie vient d'Afrique et que sa porte d'entrée vers la Grèce a été le port d'Athènes, le Pirée. Et effectivement, les premiers morts sont recensés dans cette ville portuaire du Pirée. L'urbanisation de la ville est également un réel problème, les rues sont très étroites, 4,5 mètres, il n'y a pas de système d'égout, donc les eaux usées potentiellement contaminées sont jetées directement dans la rue. L'approvisionnement en eau ne se fait pas par eau courante comme aujourd'hui, mais par un réseau de 400 fontaines au sein de la ville, ce qui engendre deux conséquences. La première, c'est un lieu de rencontre entre les potentielles personnes contaminées et les personnes saines, et aussi la possible contamination d'une fontaine dans laquelle les gens se servent. Ajoutez à ça la surpopulation, due au fait que les gens à l'extérieur de la ville sont maintenant rapatriés dans des maisons avec un niveau d'hygiène à la limite de l'acceptable, et bien cette maladie trouve les conditions nécessaires pour se développer. Mais alors qu'est-ce qu'il se passe chez les malades? Premièrement, la maladie semble nouvelle, puisque Thucydide nous raconte on n'avait nulle part souvenir de rien de tel comme fléau. Les symptômes commencent avec de grosses fièvres, puis la gorge et la langue en sang, accompagnées d'une haleine particulièrement ignoble. Ensuite, la maladie descend dans l'estomac, ce qui provoque des douleurs et des convulsions. Et si, et je dis bien et si, les personnes survivent à ce stade, la maladie descend dans les intestins, provoquant des ulcères et des violentes diarrhées. Voilà. On pourrait alors penser que tous ces morts sont de la nourriture en abondance pour les charognards, mais non, Thucydide explique que les charognards ne s'en approchent même pas et que ceux qui ont tenté de se servir sont également morts. Thucydide nous raconte quelque chose assez important juste après, c'était ceux qui avaient échappé à la maladie qui se montraient les plus compatissants pour les mourants et les malades, car connaissaient déjà le mal, ils étaient en sécurité. En effet, les rechutes n'étaient pas mortelles. Donc le corps obtient une sorte d'immunité après avoir été contaminé la première fois, et c'est le tout premier cas recensé dans l'histoire d'une immunité acquise. Thucydide qualifie cette maladie de peste, mais les historiens ne l'ont pas encore affirmé. En fait, il y a plusieurs hypothèses valables. Il y a l'hypothèse de la variole classique hémorragique, mais il faudrait extrapoler un petit peu les descriptions de Thucydide. L'hypothèse de la rougeole, mais ça n'explique pas les symptômes liés aux diarrhées et à la récurrence aussi de la maladie sur les 4 années. Certains donnent des similitudes avec Ebola, ou encore certains évoquent tout simplement plusieurs maladies en même temps. La théorie la plus probable, ce serait un typhus exanthémique, et c'est ce qui est le plus retenu aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, c'est entre 25 à 35% de la population qui en meurt de cette maladie, ce qui représente entre 70 000 à 100 000 personnes. Parmi les morts de cette maladie,
le stratège d'Athènes, Périclès, celui qui est responsable de la Panthécontaésie, à mes souhaits, c'est-à-dire l'âge d'or d'Athènes. Périclès va d'abord voir ses enfants mourir de cette maladie avant de la contracter et d'en mourir en 429. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et aussi pourquoi pas indiquer des idées de sujets que vous avez pour ce type de vidéo. Mettre un like, vous abonner, activer la cloche. Je rappelle que c'est 2 shorts par semaine plus une vidéo du coup de plus d'1 minute, un format long, toutes les 2 ou 3 semaines. Donc n'hésitez pas à mettre la cloche pour ne rien louper. Mais surtout n'oubliez pas, comprendre l'histoire, c'est éclairer notre avenir. Salut!